le frère William l'a dit tout à l'heure, je suis Gaëtan Guimeta, entrepreneur agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire entrepreneur dans le domaine agricole, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la production végétale, que ce soit tout ce que vous consommez, le maïs, le manioc, le haricot, ainsi de suite. Silvo faisant allusion à la sylviculture, c'est-à-dire on peut dire la pisciculture, tout ce qui est aquaculture, donc les poissons et la pêche. C'est vrai que je ne suis pas encore trop dans ce domaine-là en termes de business. Et enfin, pastoral, qui fait allusion à l'élevage. Je suis aussi ingénieur des travaux agroéconomiques. J'interviens beaucoup plus dans la consultation des projets agricoles et le montage de ces projets-là, le suivi aussi. Consultant chez AgroShaft Consulting. Et l'un des titres que j'aime le plus présenter, c'est que je suis étudiant et enfant de Dieu. Je veux commencer mon intervention en donnant un chiffre. 2 milliards. 2 milliards, c'est le nombre que nous serons en Afrique dans 25 ans. 2 milliards, c'est le nombre de personnes qu'il faudra nourrir chaque jour en Afrique dans 25 ans. Nous sommes jeunes, la plupart d'entre nous seront dans la quarantaine, au plus peut-être la cinquantaine ou la soixantaine si Dieu fait grâce. Et restant dans notre thème, une génération d'impact, j'aimerais entrer dans la Bible pour parler d'une personne ou un personnage qui a impacté sa génération dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit de Joseph. Beaucoup d'entre nous pensons que Joseph est devenu premier ministre en Égypte parce qu'il a interprété le songe de Pharaon. Ce n'est pas totalement vrai. Pharaon a eu son songe et le songe annonçait la famine. Joseph a interprété le songe. Et il a dit au Pharaon, il y aura 3 années et demie de vaches grasses, 3 années et demie de vaches maigres. Ça veut dire qu'il y aura l'abondance pendant 3 ans et demi et la sécheresse pendant 3 ans et demi. Sauf que quand Joseph s'arrête là, ce n'est pas pertinent. Ça ne solutionne pas le problème. Dans la suite du texte, Joseph a dit au roi que le roi trouve dans le peuple quelqu'un qui va amasser le blé, les 1/5 du blé, pendant 3 ans et demi. En disant ça, je vais essayer de rejoindre notre frère William. Quand il donne ce chiffre, c'est une donnée économique. Ça veut dire que Joseph avait la science de l'économie. Comment on va relever juste 1/5 d'une production pendant 3 ans et ces 1/5 vont nous permettre de vivre pendant 3 ans et demi? C'était des données économiques. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il devra conserver cet aliment dans des greniers. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ça parce que nous vivons dans un environnement où nous ne sommes pas confrontés à cette réalité. Nous sommes dans un contexte où on produit et on mange. La conservation n'est pas un problème. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore développé les techniques de conservation. Nous sommes pratiquement 6000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a du mal, malgré toute notre technologie, à conserver le maïs pendant 1 an, sans qu'il ne soit attaqué par les charançons et bien d'autres choses. C'est très difficile. Mais il y a 6000 ans, Joseph, lui, il avait trouvé la capacité de conserver les céréales pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il a fini de présenter ça, c'est là que Pharaon a dit, qui d'autre que toi peut mieux faire ce travail? Parce qu'il était le seul qui avait trouvé ce problème. Et c'est en cela que Joseph a impacté.
Et c'est en cela que j'invite chacun d'entre vous à impacter, ou du moins à me rejoindre dans le domaine agricole pour impacter. Je parlais de 2 milliards de la population à nourrir. Le Cameroun, d'après certaines données récentes, sera en situation d'insécurité alimentaire en 2025. Et c'est une donnée qui est scandaleuse. Parce que le Cameroun, c'est 70% de terres arables. 70% de terres riches qui peuvent produire de grandes quantités de nourriture. Et ce n'est que 5% qui est exploité sur les 70. Mais on nous dit qu'on va manquer de quoi manger. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas les produire. Et je vais entrer donc pour rapidement présenter le thème qui est le nôtre aujourd'hui, les cycles de production en agriculture et la rentabilité au Cameroun, en essayant de vous présenter les domaines dans lesquels vous pourrez vous aussi vous lancer, même si ce n'est pas votre domaine principal, comme une source de revenus secondaires. J'ai essayé de catégoriser les projets agricoles en 3 types, en fonction de la durée. Les projets à cycle court, les projets à cycle moyen et les projets à cycle long. Et une fois que j'aurai présenté ces projets, à chaque fois, je ferai l'effort de m'accentuer un peu sur des projets qui pourront vous intéresser particulièrement en raison du fait que nous sommes pour la plupart jeunes, c'est-à-dire sous-expérimentés, et nous n'avons pas beaucoup d'argent pour investir. S'agissant des projets à cycle court, ce sont des projets qui peuvent commencer à nous générer des bénéfices en au plus 3 mois. En agriculture, je vais citer le projet, du moins le premier, celui qui me passionne personnellement, c'est la culture du maïs. C'est vrai que beaucoup de mes camarades à l'école disent Gaëtan, le maïs c'est pas rentable, le maïs c'est monté, c'est descendu. Mais avec la grâce du Seigneur, nous trouvons chaque jour des stratégies pour rentabiliser énormément grâce à cette culture. On a parlé de rentabilité, je vais essayer de flirter un peu avec les chiffres. On va dire qu'on n'a pas besoin d'une grosse expérience pour faire le maïs. Et la plupart d'entre nous avons déjà fait le maïs au village. Mais ce que beaucoup ne savons pas, c'est que le maïs peut nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Avec un investissement approximatif de 600 000 sur 1 hectare, 10 000 mètres carrés, on peut dégager en 3 mois 1 500 000 de bénéfices. J'investis 600 000. Et 3 mois plus tard, ou alors s'il faille mettre le temps de la vente, je me retrouve avec 1,5 million de bénéfices. Il y a une chose peut-être que j'ai oublié de soulever quand je me présentais tout à l'heure. Et ça va nous interpeller nous tous. Quand je commence, après mon bac, je vais à l'école d'agriculture, une école privée. Le contrat avec mon père est clair, vu que la pension est très coûteuse. Il me dit, tu fais tes 2 ans, tu prends ton BTS et je crois que tu pourras te battre avec parce que en licence déjà, je ne serai pas en mesure de te payer l'école. Aujourd'hui, je suis en 5e année. Mon père a arrêté de payer mon école en 2e année, comme il l'avait dit. Et chaque année, la pension augmente. Aujourd'hui, en 5e année, je suis à près d'1 million de pensions par an. Je vais à l'école et c'est moi qui paye l'école là. Grâce à l'agriculture. Parce que l'agriculture est rentable.
Et quand je parle d'aller à l'école, c'est pour vous dire que je n'ai pas forcément besoin d'être toujours au champ pour avoir ces résultats-là. J'ai juste besoin de la connaissance. Bon, c'est mon domaine, mais pour vous, vous avez juste besoin d'être bien accompagné et bien orienté. À côté de ça, je vais prendre un autre type de projet qui me passionne. C'est vrai que ça a commencé à me passionner à cause de c'est mon premier échec en agriculture. C'est le manioc, la culture du manioc. Mon premier projet, j'ai perdu près de 450 000 à cause d'un gros échec en deuxième année. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Le manioc aujourd'hui, c'est vrai que les politiques sont telles qu'elles sont, mais pour un jeune qui se lance dans le manioc aujourd'hui, ce sera une très grosse opportunité pour lui. Parce qu'on est en train de trouver des moyens. C'est vrai que ça se fait déjà sur le plan scientifique. Les farines, le pain que nous consommons chaque jour, pourquoi ne pas faire le pain avec le manioc? Et ça se fait déjà. J'ai eu mal. Bon, j'étais très content, très excité récemment, je crois l'année dernière, quand j'ai vu un projet de loi à l'Assemblée nationale où il fallait incorporer 20% de farine locale dans le pain. Malheureusement, mon excitation s'est vite arrêtée parce que cette loi n'est pas passée. Mais avec mes prières, je crois qu'une telle loi va finalement passer au Cameroun. Et rien que cette loi-là est capable de développer le Cameroun. 20% de farine locale dans le pain que nous consommons chaque jour va pousser tout le monde à aller produire le manioc. Les gens veulent les chiffres. Vous voulez les chiffres. Le manioc, c'est une culture où on mange tout. Ou alors on vend tout. On vend ses racines, le manioc. On vend ses tiges en semences. Et on vend ses feuilles, le nkwem qu'on mange. Quand on va vendre les tubercules, certains vont faire le manioc avec. Le manioc même. Ils vont faire les bâtons, le tapioca. Mais on va prendre les pots de manioc là pour faire le carburant. On ne jette pas. On prend les pots de manioc là, on fait le carburant avec. Ça montre à quel point c'est un domaine très rentable. Énormément rentable. Sur 1 hectare, on investit en moyenne 500 000 aussi. Et en termes de boutures, je parle des tiges, on peut obtenir 70 000 boutures. Donc ça veut dire que si tu sèmes ton manioc, tu le récoltes, rien que les tiges là, quand tu vas réussir à les vendre, tu as déjà ton investissement et ton bénéfice. Tu n'as pas encore touché le manioc au sol. Tu n'as pas encore touché le manioc. Et j'ai parlé, c'est 10 000 pieds de manioc. 10 000 pieds sur 1 hectare. Donc ça veut dire que si tu vends un pied, une tige de manioc à 200 francs, tu auras trop d'argent. Et vous voyez souvent, quand on va dire une tige de manioc, c'est les femmes qui vont au marché. Un tas de manioc qu'on vous vend à 500 000 francs, je ne suis pas sûr que si tu as une bonne variété, c'est une tige. Projet à cycle court en élevage. Les poulets de chair. Pourquoi ne pas prendre derrière de la maison le petit coin là pour lancer quelques poulets de chair? Tu n'as pas la technique peut-être pour prendre les poussins d'un jour et te lancer. Mais si tu achètes le poulet au marché comme on vend à 2600, tu le gardes encore 1 mois et demi. Tu n'as pas idée à combien d'argent tu pourras avoir. Nous sommes actuellement en octobre. Si tu as un peu d'argent, tu peux expérimenter ça cette fois-ci. Tu achètes les poulets, même une dizaine. Tu gardes. Tu les lèves davantage. En décembre, tu vas vendre un poulet là au moins à 10 000 francs. En décembre, dans 2 mois. Et ce poulet là va consommer moins de 1500 francs. Jusqu'en décembre. Ça va te faire
de dépenses pour 6 000 de bénéfices sur un poulet. À côté, on peut parler de l'élevage des lapins, celui dans lequel je me suis lancé récemment. La particularité de cet élevage, c'est que le lapin est un animal très prolifique, énormément. La gestation du lapin dure 1 mois. Donc quand une lapine tombe est gestante, c'est pour 1 mois, un méba. Et nous qui sommes dans l'industrie, on va laisser la lapine se reposer 2 semaines. Et on va encore la croiser pour qu'elle mette encore bas. J'ai commencé mon élevage avec 2 lapins. J'avais acheté une femelle et un mâle. Elles ont mis bas. Elle a mis bas une fois, 7. J'ai vendu parce que j'avais des soucis d'argent. Même la mère, même les enfants, j'ai tout vendu. J'ai essayé le mâle. Et j'ai encore acheté plus tard 4 lapines. 4 lapines à 5 000 francs l'unité. Parce qu'il faudrait donner les chiffres. 5 000 francs la lapine. Je les ai gardées 1 mois et demi et j'ai croisé. Et 1 mois plus tard, ils ont mis bas. La portée minimale était de 8 latéraux. Donc celle qui n'avait pas mis bas plusieurs latéraux, c'était 8. Et la portée maximale, c'était 11. Je me suis retrouvé avec une trentaine de latéraux. C'est vrai que j'ai eu quelques soucis dans ma ferme. Bon, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est la sorcellerie. J'ai perdu de manière inexpliquée une vingtaine. Je suis resté avec une dizaine. Donc, je préfère parler de l'échec là aussi parce que ça montre que malgré les échecs, c'est toujours rentable. Et ça fait près d'1 mois aujourd'hui. Le lapero de 1 mois, ça veut dire sa mère l'a allaité 1 mois. Il n'a même pas encore mangé 1025. Il n'a pas encore mangé ton argent. Il coûte 3 000 francs. Donc les 10 laperos avec lesquels je suis resté ont une valeur de 30 000. J'ai acheté les 4 lapines à 20 000, l'aliment à 10 000 qu'elles ont mangé pendant cette période. Et actuellement, elles sont gestantes. Dans 2 semaines, non, il y a certaines qui ont mis bas la semaine dernière, les autres en semaine vont mettre bas. Et cette fois-ci, il n'y aura plus la sorcellerie, parce que j'ai un enfant de Dieu. Et quand ils vont mettre bas, je vais me retrouver facilement avec une trentaine de laperos. Et mon objectif, c'est atteindre 500 lapins avant de commencer à vendre. Parce que c'est vrai, il faut... Donc je vais revenir là à la fin. Un projet très rentable. Et là, c'est pour des personnes un peu plus matures, parce que ça nécessite un gros investissement. C'est l'élevage des porcs. Le problème que beaucoup ont, c'est parce qu'ils pensent que le porc, on assimile trop le porc à la saleté. Le porc est un animal très propre, contrairement à ce qu'on pense. C'est juste que les éleveurs de porcs sont sales. Pour la plupart, parce qu'ils ne sont pas formés. Parce que pour que ton porc produise assez de chair, il faut déjà, en termes de prophylaxie, que tu le laves tous les 3 jours. Parce que quand il est dans la saleté, il n'est pas épanoui et il ne prend pas la chair. Et au même titre que le lapin, le porc est très prolifique aussi. C'est vrai que là-bas, le cycle de production est un peu plus long. Je peux parler des projets en agriculture comme ça jusqu'à demain. On a certains qui sont déjà chefs de famille. Je vais finir avec les projets à cycle long. Et ce sont des projets qu'on conseille pour des personnes d'un certain âge en vue de garantir non seulement leur retraite, mais aussi de revenus stables et sûrs pour leur progéniture. Et là, on fait allusion en agriculture aux arbres fruitiers. Je vais prendre un exemple, celui de l'avocat. 1 hectare, pour mettre en place 1 hectare d'avocatier,
166 plants, ça veut dire 166 arbres. Un plant, c'est 1000 francs, 1500. Maintenant, tu vas dépenser la main-d'œuvre. Il commence à produire après 3 ans. Il commence à être rentable après 5 ans. Et à partir de 5 ans, quand tu vas récolter ton avocat chaque année, tu peux te retrouver avec un chiffre d'affaires d'environ 8 millions par an. Donc, quand tu récoltes sur 1 hectare, tu peux avoir 8 millions chaque année. Tu as déjà les arbres. Donc, ce n'est pas comme si tu venais encore trop travailler. Tu vas payer les gens peut-être pour défricher 50 000 là tous les 5 mois. Et après, tu récoltes, tu vends chaque année. Et à partir de la 10e année, le rendement peut aller jusqu'à 20 millions de francs CFA par hectare par an. Donc ça veut dire que tu peux mettre ton hectare comme ça, là tu t'assois à la maison, tu ne travailles plus. Chaque année tu récoltes, tu mets l'argent à la banque et chaque mois tu peux prendre ton salaire. Ça c'est pour l'avocat. Pareil pour les mangues, les safoutiers avec les prunes que nous consommons. Et je vais finir avec l'élevage des poules pondeuses, les œufs de table que vous consommez. Le dernier point que je vais aborder avant de déposer la parole, c'est soulever l'aspect contraignant de l'activité. J'ai donné des chiffres, ça fait rêver, c'est vrai. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de passion, beaucoup de persévérance et de prière pour que ça marche. Les risques aussi sont au niveau de la commercialisation. Parce que beaucoup qui ont un manque de polyvalence, comme notre frère William disait tout à l'heure, vont certes produire, mais auront des difficultés à vendre. Donc il faudra développer plusieurs autres compétences, notamment en communication, des compétences en vente et des compétences relationnelles. Un agronome, et c'est mon dernier mot, ne peut pas mourir d'AVC parce que tout le temps, il est content d'être au champ. Je vous remercie.